Airbnb, Abritel, Booking, les locations de courte durée se sont imposées sur le littoral breton. Un marché juteux auquel l'État tente de mettre un cadre plus strict. Puis symbole de la professionnalisation du secteur, de plus en plus de propriétaires font aujourd'hui appel à des conciergeries pour gérer leurs biens. Les nouvelles règles de la location touristique, c'est notre focus de ce jeudi 22 mai. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. La profession de concierge de logement saisonnier est en plein boom depuis l'arrivée de plateformes comme Airbnb, Abritel ou Booking. Une profession devenue indispensable pour faire le lien entre vacanciers et propriétaires. Maëlle Delmure a suivi une de ses concierges dans son quotidien. Reportage. Je crois que là, on peut que passer de bonnes vacances. Déposer les cadeaux de bienvenue, vérifier si le ménage est bien fait, c'est le quotidien de Claire, concierge pour logement saisonnier. Moi, je suis l'assistant des propriétaires sur place. Eux, souvent, ils sont loin, donc ils me confient leur appartement. Ils me donnent leurs clés et moi, je fais tout pour qu'ils soient loués dans les meilleures conditions. Claire gère une vingtaine de logements à Fouesnant. Le rythme est donc soutenu. Le ménage est fait, tout est bon. Une fois les clés déposées, l'auto-entrepreneuse doit vérifier un autre logement. Je vais tout vérifier, tout préparer. Je passe ma vie à faire des petites tournées comme ça et quand on a un temps pareil, c'est top. Tout le monde se lance en conciergerie, c'est la nouvelle mode. Il y a eu un sacré boom depuis quelques années. Un boom dû à l'apparition de plateformes comme Airbnb ou bien Abritel. Mais attention, la profession est exigeante, il faut penser aux moindres détails. On sait que les gens viennent dans cette maison pour la piscine, les fléchettes et le billard, donc il faut que ça fonctionne. Il faut que chaque fléchette ait des pointes qui fonctionnent, parce qu'elles se tordent vite. Claire propose ses services également pour des résidences secondaires, afin d'éviter de dépendre des locations courte durée, soumises depuis le 1er janvier à de nouvelles restrictions avec la loi Le Meur. Certains propriétaires ont des maisons secondaires qu'ils ne loueront pas, mais ils aiment arriver et que tout soit prêt, que leur lit soit fait, que la maison soit chaude, que le ménage ait été fait. Donc ça, on fait aussi. Je peux être une sorte d'assistante personnelle. Après, moi, j'adore ça. Je suis là pour répondre à tout ce qu'ils veulent dans la mesure du possible, bien sûr. En France, il existe plus de 3,5 millions de maisons secondaires, dont l'occupation moyenne est de 30 nuitées par an, de quoi assurer un bel avenir pour cette profession. On l'entendait à l'instant, la loi Le Meur pourrait rabattre les cartes sur les locations de courte durée et donc sur les conciergeries. Promulguée le 19 novembre 2024, cette loi, qu'on connaît aussi sous le nom de loi anti-Airbnb, ne fait pas que des heureux chez les acteurs du secteur. Pour en parler, on reçoit en plateau Charlotte Lebalch. Charlotte, tu as travaillé sur le sujet. C'est quoi les nouvelles règles qui sont imposées par cette loi ? Eh bien, l'un des grands changements est que les maires et les élus ont désormais plus de pouvoir pour réguler les meublés touristiques. Ils peuvent par exemple les limiter à certaines zones, réduire la durée de location pour les résidences principales ou encore fixer un quota. C'est déjà le cas par exemple à Saint-Malo. Avant cette loi, c'était seulement les communes en zone tendue ou les villes de plus de 200 000 habitants qui disposaient d'outils pour agir. Un autre changement majeur est qu'on assiste à une réduction de l'avantage fiscal pour les meublés de tourisme non classés, classés et chambres d'hôtes. Bruno Vreux, président d'une association de maisons d'hôtes dans le Morbihan, nous explique quelles conséquences ça peut avoir sur la profession. Nous, dans notre association Suivre le caractère, il y a à peu près 75% des gens qui sont en auto-entrepreneurs micro-BIC qui vont voir augmenter leurs impôts mécaniquement, puisque l'abattement, je rappelle, passe de 71 à 50%. Donc le problème, c'est ça, c'est que pour certains d'entre nous, je vous dis, comme c'est un investissement dans la pierre quand même assez important, il est possible que ça ne soit plus intéressant et que certains jettent l'éponge, tout simplement. Plus de pouvoir aux communes, un changement fiscal. Y a-t-il d'autres changements majeurs de cette loi ? Alors oui, le cadre se durcit également au niveau du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Selon le site du service public, tout nouveau logement mis en location en meublé de tourisme et étant soumis à une autorisation de changement d'usage doit avoir un DPE. Il faut qu'il soit situé entre les classes A et E. Donc ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2033. Et puis à partir du 1er janvier 2034, ils devront être situés entre la classe A et la classe D.
Nouvelle contrainte aussi pour les copropriétaires. Les nouveaux règlements de copropriété peuvent décider d'interdire ou non les meublés de tourisme. Dans les copropriétés disposant déjà d'un règlement, les copropriétaires peuvent désormais interdire un Airbnb dans l'immeuble avec 2/3 des voix contre l'unanimité auparavant. Et puis enfin, dernier gros changement, tous les propriétaires louant un logement touristique doivent obligatoirement s'enregistrer et doivent le faire au plus tard pour le 20 mai 2026. C'est ce qui est mentionné sur le site du service public. Et pour les loueurs qui proposent leur résidence principale en location touristique, ils devront en apporter la preuve, notamment en présentant leur avis d'imposition. Merci Charlotte. Et puis une importante perturbation du trafic SNCF cet après-midi en Bretagne Nord. La raison, une personne a été percutée par un train à Morlaix vers 14 h. Cet homme né en 2004 a été heurté près du viaduc côté Trégor. Selon nos informations, il était endormi sur les voies au moment de la collision. Conscient à l'arrivée des secours mais gravement blessé, l'individu a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital de la Cavale-Blanche à Brest. Et puis des exercices de défense pour contrer de possibles attaques en rade de Brest. Le programme s'appelle Bourrasque et mobilise plus de 1000 militaires du 18 au 23 mai dans le cadre d'un entraînement interarmé. À cette occasion, des activités militaires visibles sont conduites à Brest, en presqu'île de Crozon, mais aussi dans les communes de Plouzané, Plougastel, Daoulas ou encore du Relais Quéruon. Elles se déroulent de jour, mais aussi parfois de nuit. Fanny Abivin et Lionel Lesault nous en disent plus. Sur terre, en mer et même dans les airs, tous s'entraînent dans un même but, être opérationnel en cas de lutte à haute intensité. Ce volet local qui s'inscrit dans une opération plus large menée avec des pays étrangers ne laisse pas de place à l'improvisation. Tout doit être envisagé et surtout anticipé. Nous sommes donc en plein dans la première phase de l'opération Polaris, donc des activités contre les zones portuaires. Donc par exemple nous avons subi des attaques de drones, nous avons actuellement des plongeurs également qui sont mis à l'œuvre par les forces qui jouent les attaquants de la base navale de Brest. Si ces exercices sont réguliers, il n'en reste pas moins important, d'autant plus dans un contexte géopolitique tendu qui influence forcément l'écriture de ces hypothétiques scénarios. Nous avons une approche qui est, alors je reprends une expression militaire, c'est du multichamp. Le multichamp, ça veut dire que ça introduit une notion qui va au-delà de ce qui est purement cinétique. C'est-à-dire que nous prenons en compte également la menace dans le champ informationnel, dans le champ cybernétique. Nous jouons la relation avec les autorités politiques. Aujourd'hui, la construction d'un scénario prend en compte, bien évidemment, les conflits d'aujourd'hui et l'actualité, qu'elle soit en Europe de l'Est ou au Proche et Moyen-Orient, nous inspire pour construire ces scénarios. Cette série d'entraînements, qui a commencé début mai à Cherbourg, se poursuivra prochainement avec l'exercice catamaran, dont les opérations se dérouleront cette fois-ci en haute mer. Et la mobilisation anti-Bolloré interdite au large des îles du Glénan, dans le Morbihan. La manifestation des soulèvements de la terre devait emmener des dizaines de bateaux au large de l'île du Loch, possédée par le milliardaire breton. Face à l'absence de déclaration, le préfet maritime a déposé un arrêté pour interdire la manifestation. Une mobilisation sous forme de fête à terre devrait quand même avoir lieu à Guisgriffe. Le syndicat Alliance a révélé hier l'absence de renforts pour de nombreuses villes bretonnes. Pas de nouveaux effectifs dans le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, à l'exception de Concarneau. Et en Ille-et-Vilaine, le syndicat alerte également sur l'absence de remplacement de personnel en retraite à Fougères comme à Saint-Malo. L'information fait particulièrement grincer des dents à Quimper, qui avait reçu la visite de Bruno Retailleau il y a une dizaine de jours, qui promettait 9 nouveaux postes. Pour en parler, on reçoit Jean-Paul Vermeau, maire de Morlaix. Merci d'être présent. Vous souhaitiez voir une dizaine de policiers de plus à Morlaix. Là, cette réponse arrive. Est-ce que c'est une surprise ? C'est une sacrée déception, voire même une sidération que je partage avec les syndicats de police avec qui je me suis entretenu encore ces dernières heures, parce que nous sommes face à une menace inédite, il faut le dire. Et on s'attendait, après moultes interventions, après une actualité qui est partagée par toutes les villes de France, à une réponse qui soit elle-même inédite, ou en tout cas qui apporte un peu d'appui aux forces de l'ordre local. Là, il faut le dire, nous sommes totalement à côté de la plaque. Puis vous aviez échangé avec le président récemment, et puis avec Bruno Retailleau, il y a eu ces échanges. C'est quoi le message que vous aimeriez faire passer, vous, depuis la ville de Morlaix ? Depuis la ville de Morlaix, comme depuis toutes les villes moyennes, depuis les bourgs également qui nous entourent. La menace est grave. Nous voyons des enfants embarqués dans le narcotrafic. Cela est documenté, cela est connu. Et nous avons besoin d'avoir une réponse, certes,
en termes de sécurité immédiate. Et cela s'appelle les forces de l'ordre. Mais nous sommes également défaillants sur la réponse socio-éducative et sur la réponse en termes de prise en charge de la santé et de l'addiction dont souffrent certains de nos concitoyens. Si on ne répond pas sur la première échelle, qui est celle de l'appui aux forces de l'ordre, donc d'effectifs et de moyens également complémentaires, concomitamment avec du socio-éducatif, là aussi, où l'État a péché, et la réponse où le parent pauvre de l'hôpital public reste la psychiatrie et la dictologie, on ne s'en sortira pas. Et là, je dois dire la grave déception de ne voir aucun poste ouvert à Morlaix pour accompagner l'activité du commissariat, mais 3 postes ouverts dans l'ensemble du Finistère. Je crois qu'on est sur une réponse décalée et extrêmement décevante. Merci Jean-Paul Vermeaux. Et les Français apprécient leurs pêcheurs. Une nouvelle enquête Ipsos commandée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins révèle la bonne image que les Français ont du métier de pêcheur. Il serait 9 sur 10 à estimer que la profession n'est pas assez valorisée et 94% estiment avoir de la sympathie pour les pêcheurs. Victor Bolzer a recueilli quelques réactions des mareyeurs au port de Concarneau. On les écoute. Je pense que les Français sont surtout attachés au métier de pêcheur, plus qu'à notre métier, nous, de mareyeurs, de transformateurs et d'expédition en produits de la mer, parce qu'on a un déficit d'image important et que je pense que la plupart des consommateurs ne nous connaissent pas en fait. Moi, je suis très satisfait qu'ils soient attachés et qu'ils aient une image positive des produits de la mer en général et du métier de la pêche. J'aimerais que tout y en soit ainsi pour toute la filière pêche. Oui, moi personnellement, moi je le ressens. Par exemple, quand on voit les gens, ils nous viennent de nous poser des questions. Ils sont satisfaits quand on leur livre leurs marchandises. Même des touristes qui nous demandent « Oh, elles sont jolies, elles viennent d'où ?» Ça s'est toujours très bien passé avec les consommateurs, comme ceux qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne, les métiers de la pêche. Et enfin, c'est l'image du jour. Pour ses 20 ans, le célèbre remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage l'Abeille Bourbon change de nom et devient VB Abeille Bretagne. Un nouveau patronyme officiellement présenté lors d'une cérémonie organisée au port de commerce de Brest, où le bateau est actuellement en escale technique. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure pour plus d'actualités. D'ici là, bonne soirée.